Bonsoir et bienvenue sur Al24 News et à édition spéciale que nous consacrons aujourd'hui à la montée en puissance des BRICS, longtemps considérés par les Occidentaux comme faisant partie du décorum des institutions internationales, tel un regroupement sympa de 5 pays émergents, mais sans plus. Les BRICS, à savoir Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ont su travailler en silence et augmenter progressivement leur influence par le biais de la coopération régionale. 11 ans seulement après leur première réunion, le club des 5 regroupant 40% de la population mondiale représente désormais une alliance économique à la maturation suffisante pour remettre en cause l'ordre établi occidental sur le plan économique et inverser le rapport de force. Habitués à une croissance à 2 chiffres, les pays du Forum ont atteint un stade leur permettant d'entrevoir un avenir à 7 ou pourquoi pas à plus, puisque l'Argentine et l'Iran frappent à la porte des BRICS. BRICS versus G7, nous allons en parler aujourd'hui avec nos invités. Nous aurons par Skype, depuis la France, Nazim Sini, professeur d'économie à l'université d'Aix-Marseille, et M. Mohamed Saïd Kahoul, expert ou consultant en management, qui sera à mes côtés sur le plateau. Messieurs, bonsoir. Commençons avec vous, monsieur Mohamed Saïd Kahoul. Le dernier sommet des BRICS, il y a quelques jours, tenu à Pékin, a réuni plus de 1000 participants dans l'Algérie, représentés par le président Abdelmadjid Tebboune, qui appelait de ses voeux à l'instauration d'un nouvel ordre économique mondial. Monsieur Kahoul, sommes-nous à la fin d'un cycle économique et au début d'un autre? Merci à vous. D'abord, bonsoir. Et merci pour votre invitation et bienvenue à Monsieur Nazim Sini qui se joint à nous à travers Skype depuis Marseille. Sommes-nous à la fin d'un cycle économique et au début d'un autre? Je ne pense pas que nous sommes à la fin d'un cycle, mais plutôt un cycle économique qui s'essouffle. Un cycle économique qui s'essouffle et effectivement qui doit être revu. Mais à mon sens, l'hégémonie économique traditionnelle, l'hégémonie économique traditionnelle fait que est-ce qu'ils vont laisser de l'espace, ou ils auront cette volonté de laisser de l'espace à d'autres pays d'intégrer, si vous voulez, un peu cette machine qui tire l'économie mondiale. Oui. Si on regarde aujourd'hui les institutions internationales, elles sont toutes dominées, comme ça l'a toujours été, par les vainqueurs de 1945. Et à ce jour, est-ce qu'ils vont laisser l'espace? Moi, je ne crois pas que les choses vont se faire, j'allais dire, par une acceptation gentil de leur part, tout ce qui s'ensuit, et de céder de l'espace à d'autres, je le pense pas. On aura droit, selon vous, à une confrontation sur l'échiquier économique entre ces deux elle y est nouveaux déjà, blocs la confrontation. Oui. La confrontation, elle y est déjà sur l'échiquier politico-économique. Mais on la voit à travers les différents conflits qui existent entre la Chine et l'Occident, la Russie et l'Occident. Oui. Mais on voit ça, peut-être à un degré moindre l'Inde, mais notamment beaucoup plus la Chine et la Russie qui sont dans une confrontation ouverte, je dirais, sur le plan économique. Très bien, très bien. Merci. Nazim Sini, que représente aujourd'hui, tout simplement sur le plan économique, le bloc BRICS, sachant tout simplement qu'il représente 25% du PIB mondial? Écoutez, je partage l'analyse qui a été faite sur votre plateau, notre ami Mohamed Saïd Kahoul. Ce qu'il faut savoir, vous l'avez très bien rappelé, c'est un quart du PIB mondial est représenté par les pays des BRICS. Normalement, en temps normal, s'il n'y avait pas eu le Covid et puis le contre-choc pétrolier auquel on a assisté depuis 2015, les BRICS auraient dû représenter près d'un tiers, voire même 35 à 40% du PIB mondial. Effectivement, les BRICS aujourd'hui veulent recomposer l'échiquier de l'économie mondiale et ne plus laisser l'hégémonie des pays dits industrialisés représentés par le G7. Ces derniers ne veulent plus
laisser dominer ni dicter les lois qui régissent le commerce international. Les BRICS veulent jouer un véritable rôle de catalyseur des économies dites émergentes. Vous avez cité tout à l'heure l'Iran et l'Argentine. Vous savez, d'autres pays potentiellement peuvent frapper à la porte de ce club très fermé des BRICS. Ça peut être la Turquie, ça peut être l'Égypte et même l'Algérie. Nous allons en parler justement, Monsieur Sini. Tout à fait. L'Algérie peut potentiellement à terme, à l'horizon de 10 ans ou 15 ans, intégrer ce club très fermé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on assiste à une sorte d'affrontement entre l'Ouest et l'Est, une sorte de remake du rideau de fer qui existait déjà à l'époque de la guerre froide, oui. Sauf que là, nous sommes sur le terrain économique et évidemment, on va assister dans les prochaines années à des tensions de plus en plus fortes. D'ailleurs, regardez, on a assisté à l'époque du mandat de Trump à une véritable guerre des tranchées entre les États-Unis et la Chine, qui a fait de gros dégâts puisque ce sont les entreprises qui ont d'abord pâti de cette confrontation commerciale et économique. Très bien, Monsieur Sidi. Monsieur Kahoul, je reviens vers vous. Alors, le président chinois Xi Jinping, dans son discours préliminaire, a déclaré, je cite, « Les gens s'inquiètent de voir l'économie mondiale tomber dans le bourbier des crises ». Monsieur Kahoul, selon vous, qui alimente ces crises dont parle le président chinois ? Et est-ce que les BRICS se posent en alternative au modèle post-1945 évoqué à l'instant par Monsieur Sini ? Non, ce qui alimente les crises, c'est l'incapacité d'un Occident de faire régner la paix depuis la chute du mur de Berlin. C'est vrai qu'ils se sont positionnés beaucoup plus dans une situation hégémonique et que tout le monde doit suivre, au lieu de chercher peut-être un consensus autour d'un projet politico-économique mondial. Mais à côté de ça, il y a l'émergence de certains pays tels que la Chine ou tels que le redressement de la Russie, parce qu'il faut dire que la Russie, dans les années 90, elle a été abandonnée par l'Occident à l'effondrement. Un scénario qu'on avait déjà vu avec l'Allemagne après la guerre mondiale. Oui, mais c'était une erreur stratégique de l'Occident d'avoir abandonné la Russie à l'effondrement, dans le sens propre du terme. Donc, dire, si vous voulez, l'origine, c'est un peu ça. Mais est-ce que les BRICS se posent en alternative au modèle post-45 ? Ça, moi, j'y crois pas et je reste très, très prudent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement pourquoi ? Voilà, parce que tout simplement, les pays qui composent le BRICS aujourd'hui, il y a des conflits d'intérêts entre eux très importants. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Pendant 11 ans, vous avez parlé de 11 ans, mais pendant 11 ans, ils ont créé une banque d'investissement. Mm-hmm. Le siège, il est en Chine. Oui. Mais stratégiquement, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Pourquoi ? Si je peux me permettre, la Chine cherche des marchés. Les autres pays cherchent à se développer. Mais est-ce que justement la situation actuelle dans le continent européen et cette crise, ce conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine ne va pas pousser les pays des BRICS à reconsidérer leurs relations ? Non, reconsidérer leurs relations à condition que la Chine revoie sa stratégie. C'est-à-dire qu'elle accepte d'aider ou contribuer au développement économique des autres pays. Au jour d'aujourd'hui, la stratégie internationale chinoise, c'est de prendre des marchés à l'international, mais jamais participer à la création à la création, si vous voulez, d'investissements dans les pays où elle s'implante. Alors comment qualifier dans ce cas la stratégie de la route de la soie et des investissements potentiels chinois dans... Non, c'est beaucoup plus à la recherche d'un marché. La route de la soie est à la recherche de marchés pour leurs produits. Oui. La route de la soie, ce n'est pas pour développer, j'allais dire, les pays ciblés. Ce n'est pas du tout dans la stratégie, excusez-moi, chinoise. Oui. Et ça, l'Inde, notamment l'Inde, je parle de l'Inde, regarde ça du mauvais œil.
qu'elle devient un marché pour les produits chinois, et ça, l'Inde n'acceptera jamais, parce qu'ils ont à peu près la même population, et eux-mêmes, ils ont un problème de l'emploi. Si vous permettez, je vous donne un chiffre très d'actualité. L'Afrique du Sud, qui est membre, le taux de chômage, c'est 35% au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'elle va accepter de devenir justement, un marché? Ce n'est pas l'un des défis, l'emploi, l'un des défis auxquels les BRICS auront à répondre dans les années à venir À condition qu'ils changent de vision stratégique ensemble et ils acceptent le principe qu'on se développe ensemble. Très bien, très bien. Le message est passé. Nazim Sini, pour le moment, le couple Russie-Chine semble prendre le leadership des BRICS. Est-ce que justement cette entente au sein de ce forum serait une garantie pour la stabilité économique du continent asiatique? Et quelles conséquences sur le bras de fer de l'Ukraine entre un bloc justement asiatique pro-russe ou plus ou moins une alliance USA-Europe qui est plus évidente? Oui, vous faites très bien de le dire. Après, vous savez, cette entente Russie-Chine, c'est une entente avant tout politique. Je pense que ce sont deux pays qui sont interdépendants l'un de l'autre. Aujourd'hui, la Russie arrive à déverser son pétrole et ses matières premières en Chine. Et la Chine, évidemment, a besoin de la coopération militaire russe. Après, dire que les deux sont une garantie de stabilité, tout dépend de leurs intentions. Maintenant, si c'est pour recréer une autre forme de puissance à l'Est, oui. Vous voyez, ce n'est pas, si vous voulez, ça ne sert pas les intérêts de la population mondiale, si ça sert les intérêts russo-chinois. En revanche, nous avons observé une certaine neutralité de la Chine, je ne sais pas si vous l'avez observé, notamment sur le conflit en Ukraine. Une neutralité de moins en moins évidente avec le temps, précisons-le. Tout à fait, oui, mais au départ, la Chine si vous voulez, ne s'est pas mêlée ou n'a pas donné un soutien sans équivoque aux Russes. Elle a tout simplement observé une sorte de neutralité, mais qui effectivement est en train de s'effacer petit à petit, car le conflit s'enlise et est en train de paralyser l'économie mondiale. Et aujourd'hui, ceux qui pâtissent de cette situation, ce sont évidemment les pays occidentaux, majoritairement importateurs de matières premières. Oui. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, effectivement, on va assister à un bras de fer qui va concerner d'un côté la Russie et la Chine contre les États-Unis et l'Europe. Il faut savoir que les Chinois sont assez bien implantés, notamment dans la partie orientale de l'Europe, puisqu'il faut savoir qu'ils ont investi massivement dans des infrastructures en Grèce, à l'époque où la Grèce était très endettée et était au bord de l'effondrement économique. Et c'était une stratégie volontaire de la Chine d'avoir un pied-à-terre au niveau de l'Europe pour pouvoir avoir des capacités d'exportation pour déverser ses produits vers le marché européen, qu'elle vise à travers des entreprises emblématiques que sont Alibaba par exemple ou Huawei récemment. Exactement. Et là, ce qui risque de se passer, et je l'avais dit déjà sur votre plateau, c'est que cette confrontation qui, pour l'instant, est sur le terrain économique et commercial, son terrain de jeu va être l'Afrique, puisqu'aujourd'hui, ces deux puissances-là, ces deux blocs vont s'arracher les matières premières et les richesses africaines. Et ça va poser problème pour le continent africain qui, lui, cherche depuis déjà presque un siècle à sortir de la colonisation et surtout à regagner sa souveraineté politique et surtout économique. Donc, charge aux Africains de créer leur propre bloc, j'allais dire politique et économique, pour d'un côté ne pas céder à l'Est ou à l'Ouest, mais d'être considéré comme un véritable partenaire à part entière. Très bien, Monsieur Sini. Là aussi, le message est clair. Monsieur Kahoul, pensez-vous que la montée en puissance des BRICS inquiète les pays occidentaux? Justement, dans les sanctions économiques sur la Russie pèsent donc de plus en plus lourd sur la stabilité de l'ensemble des marchés mondiaux. Et peut-on désormais opposer BRICS au G7 ou encore à l'OCDE? Mais il faut qu'on reste quand même assez mesuré dans ces déclarations ou dans ces positions. Il faut dire que au jour d'aujourd'hui, quand on regarde la carte des flux d'échanges, on verra que l'économie chinoise est fortement dépendante de l'économie occidentale. Vous parlez de la carte des échanges commerciaux dans le monde. Oui, dans le monde. Et donc, la Chine, elle sait très bien qu'elle n'a pas intérêt à ce qu'il y ait des crises économiques en Occident.
s'il y aura des crises économiques en Occident, comme on le voit peut-être aujourd'hui à travers une inflation assez élevée et tout, avec le risque de voir une stagflation s'installer, ce n'est pas dans l'intérêt de la Chine, parce que l'économie mondiale n'est pas tirée par ces pays du BRICS, qui ne représentent d'ailleurs que 25%, j'allais dire, du PIB mondial. Le PIB mondial, oui. Bien sûr. Et d'un autre côté, les échanges à l'intérieur de ces pays des BRICS sont dérisoires. Je ne parle pas de l'énergie, Oui. mais je parle dans d'autres domaines économiques, les échanges entre eux, même s'ils représentent plus de 3 milliards de la population mondiale, les échanges économiques sont très faibles. Il suffit qu'on rejette un coup d'œil sur la carte pour se rendre compte que l'économie chinoise, à l'international, elle est tirée par l'Europe, elle est tirée par les États-Unis. Mais est-ce qu'avec cette... Est-ce que, vous m'excusez si vous permettez, Oui, bien sûr, monsieur. est-ce que la Chine, elle a intérêt à ce qu'elle affaiblisse économiquement le monde occidental? Je ne pense pas. Et d'ailleurs, sa position mitigée, très très mitigée par rapport à l'Ukraine, montre bien son embarras, beaucoup plus son embarras de fâcher un client et ou de montrer son alliance avec un allié de l'Est. Parfait, très bien, c'est clair, monsieur Kahoul. Nazim Sini, face à un modèle économique s'inspirant davantage d'Adam Smith que de Marx, porté pendant des années par l'Occident et qui aujourd'hui serait à bout de souffle, quelle serait l'alternative proposée par les BRICS ? Écoutez, de toute manière, les BRICS n'ont pas d'autre choix que de pratiquer le libéralisme. C'est une doctrine qui s'est généralisée de par le monde. Et aujourd'hui, quand vous êtes un pays qui est majoritairement internationalisé, tourné vers la globalisation, vous adoptez la doctrine libérale. Maintenant, je pense que les BRICS doivent du moins impulser une nouvelle dynamique qui permette une meilleure répartition des richesses. Vous savez, le libéralisme économique et l'internationalisation des échanges, a eu tendance à creuser un peu plus le fossé des inégalités. Effectivement, ça a permis à certains pays, autrefois dits pauvres, ou sous-développés, à sortir de l'ornière et à avoir un véritable progrès social. Je pense notamment au Brésil, puisque le Brésil a réussi à réduire de 50% le taux de pauvreté, puisqu'on parle des BRICS, l'Afrique du Sud aussi, mais ce n'est pas suffisant pour permettre à ces pays d'atteindre le niveau des fameux pays du G7 ou ceux de l'OCDE, qui sont considérés quand même comme des pays très riches, avec un niveau de vie extrêmement élevé et surtout un IDH assez important. Donc je pense que les BRICS peuvent repenser avec, vous savez, actuellement les enjeux climatiques, les enjeux sociétaux, environnementaux, etc. Ils peuvent redessiner un peu les contours du libéralisme avec un libéralisme moderne, avec... un libéralisme éclairé, est-ce possible ? Social, un peu plus social. Un peu plus social, oui. Exactement. Et surtout, on remarque que chez les BRICS, nous n'avons aucun mastodonte du numérique. Vous savez que l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui, l'économie est principalement tirée du numérique. Je pense Chine, vous ne considérez pas la Chine comme un mastodonte numérique, monsieur Sini ? Alors, pas au même niveau que les États-Unis. Oui. Si vous voyez les GAFA, ils sont majoritairement issus des États-Unis, et à E4, ces fameux GAFA, leur chiffre d'affaires ou leur valorisation boursière pèse plus que l'ensemble des pays, certains pays africains. Donc c'est pour vous dire le poids de ces entreprises qui ont été soutenues par les États-Unis. Il faudrait que les BRICS songent à investir massivement dans des secteurs d'avenir. Je pense à la transformation numérique, à la transition énergétique et écologique. Oui. Et ils peuvent effectivement, comme je le disais dans mon propos, repenser un nouveau modèle de développement qui serait beaucoup plus inclusif, beaucoup plus égalitaire et surtout tourné vers la jeunesse, ce que semblent avoir oublié certains pays du G7. Très bien. Monsieur Kahoul, beaucoup de pays dits émergents sont séduits par le modèle des BRICS ou ce qu'on appelle communément depuis 2017 le modèle BRICS+. Quels sont selon vous ceux qui peuvent y adhérer prochainement ? Et pourquoi, le cas échéant ? Enfin, il y a des choix à faire. Maintenant, le BRICS est un choix idéologique. Maintenant,
pour les pays qui veulent adhérer, est-ce qu'ils seront dans des choix idéologiques ou dans des choix stratégiques? Si on veut développer 100 pays, moi sincèrement, je pense qu'il faut éviter les choix idéologiques. Qu'entendez-vous par choix idéologique, Monsieur K? Choix idéologique parce que c'est un pôle qui se situe à l'Est, en opposition à l'Occident, vu impérialiste. Est-ce que l'Occident, justement, ne se développe pas à travers ce prisme idéologique de l'Ouest opposé à l'Est? Non, l'idéal, c'est de ne jamais être. D'autant plus, on est entre deux puissances et être dans une position où on prend position avec une puissance, qu'elle soit à l'Est ou à l'Ouest. Nous n'avons aucun intérêt, ou les pays n'ont aucun intérêt, surtout les petits pays, à se positionner dans une guerre économique entre les puissances. Parce qu'en réalité, et il l'a dit M. Sini tout à l'heure, il a parlé de l'Afrique, c'est l'Afrique qui va devenir le champ de bataille entre ces puissances occidentales et, si vous voulez, les pays du BRICS, mais en réalité, à leur tête, c'est Chine-Russie. Le couple Chine-Russie. Ouais, le couple Chine-Russie. Et donc, moi, je pense qu'il faut sortir, éviter les appartenances idéologiques et aller vers les appartenances stratégiques. Davantage de pragmatisme, vous appelez à davantage de pragmatisme vis-à-vis... Ah oui, oui. Les idéologies, on a vu les échecs au jour d'aujourd'hui, même les Russes ne sont plus dans la même idéologie. Monsieur Sini a bien insisté de dire, maintenant, c'est l'économie libérale, c'est la globalisation qui domine, elle est là, et on doit composer avec. Et donc, s'il y a cette globalisation et s'il y a cette économie libérale, autant ne pas y aller sur des positions idéologiques et aller sur des positions stratégiques pour rester, j'allais dire, avec une certaine marge de manœuvre dans ces alliances et dans ces choix stratégiques. Très bien. Voilà, c'est... Monsieur Sini, une question on ne peut plus claire. Est-ce que l'Algérie gagnerait à rejoindre les BRICS, hypothétiquement, bien sûr? J'allais vous dire, oui, ça ferait partie du soft power algérien. C'est une vitrine médiatique, c'est un formidable appareil diplomatique que de rejoindre ces BRICS. D'ailleurs, je m'amuse très souvent avec mes étudiants de leur parler de BRICSA, donc le A pour Algérie. Mais si vous voulez, c'est une forme de posture. Moi, je rejoins ce que dit Monsieur Kahoul, c'est que les BRICS sont plus, si vous voulez, un club politique qui ont la même idéologie, plutôt qu'une véritable zone d'intégration économique, un peu comme l'Union européenne, où les échanges commerciaux se font de manière, on va dire, très développée. Alors l'intérêt pour l'Algérie, ça serait de rejoindre un club, je vous ai dit, qui serait un club plus pour le prestige, je dirais. Ça montrerait aussi que nous aurions franchi un cap, en termes de développement, en termes aussi de dimension. Mais pour moi, il faut que d'abord l'Algérie entame des réformes à l'intérieur du pays, à savoir des réformes économiques importantes pour pouvoir remettre en route la machine économique et puis aussi retravailler un peu ses partenariats à l'international. Il faut que l'on regarde un peu plus vers l'intérieur du continent. Je pense à l'Afrique subsaharienne, à l'Afrique du Sud, puisque nos échanges avec nos voisins africains restent relativement faibles par rapport au potentiel de la région. Je pense aussi que nous devrions être un peu plus présents en zone méditerranéenne, puisque nous avons un savoir-faire à faire valoir. Alors l'un n'empêche pas l'autre, j'ai envie de dire, monsieur Sini. Tout à fait, exactement. Non, mais vous avez complètement raison. Après, honnêtement, les BRICS, est-ce que nous avons le recul nécessaire pour dire que tous les pays qui ont rejoint les BRICS ont connu un développement ou un essor fulgurant? Ça, je n'en suis pas sûr parce que les données ne sont pas tranchées là-dessus. Et puis, je vous ai dit, les BRICS ont connu un sacré coup avec le contre-choc pétrolier depuis 2015 et puis le Covid qui a véritablement affecté ces pays, alors qu'en face, les pays du G7, malgré les difficultés liées à une pandémie mondiale, ont réussi quand même à s'en sortir un peu mieux parce qu'ils ont massivement injecté des liquidités dans leur économie, ce qui n'a pas été le cas des BRICS. Très bien, c'est clair.
Monsieur Kahoul, trois des plus gros producteurs de pétrole et de gaz au monde, à savoir le Brésil, la Russie et la Chine, font partie des BRICS. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à terme, ce regroupement de pays, cette alliance pourra se transformer en un nouveau cartel énergétique et compte tenu des enjeux énergétiques actuels, attirer vers elle de nouveaux candidats, une adhésion aux BRICS? Si vous permettez, je reviens juste à pour compléter un peu ce qu'il a dit M. Sini. En parlant du Brexit et des BRICS et amplifier un peu j'allais dire, présence, Oui. on voit bien que quand il y a eu la pandémie, ils n'ont pas joué un rôle entre eux. Ils n'ont joué aucun rôle entre eux pour essayer j'allais dire, de s'en sortir de cette crise. Mieux encore, après la crise, après 2020-2021, ils n'ont pas coordonné leurs efforts pour sortir aussi ensemble ou relancer l'économie ensemble. Ça, ils l'ont pas fait. Et ça montre bien que c'est un peu... Enfin, pour revenir à votre question sur les pays, oui, sur l'énergie, sincèrement, je ne pense pas qu'ils penseront à créer un cartel. La demande de la Chine est tellement importante en matière d'énergie et que la Russie, refuse de rentrer dans un cartel avec la Chine. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tous garder une certaine marge de manœuvre. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a quelques années, il y a eu un désir de la Russie de voir naître un cartel du gaz. Oui. Heureusement, je dirais que les pays qu'elle a sollicités ne l'ont pas suivi. Alors, rapidement, expliquez-nous pourquoi. J'explique. Moi, je déconseillerais tout petit pays d'intégrer un cartel très puissant en matière de position géopolitique et de capacité de production. Parce qu'en réalité, il va jamais, j'allais dire, vous donner la parole, je vais le dire en ces termes-là. Et donc, mais c'est beaucoup plus, il va utiliser, si vous voulez, ses membres producteurs de gaz pour asseoir et étaler sa puissance énergétique. Et je dis heureusement qu'il n'a pas été suivi dans ce sens de créer un cartel de gaz avec non seulement des puissants par leur capacité de production, mais en plus de ça, des puissants géopolitiquement. La Russie, elle a un droit de veto et la Chine a des droits de veto au Conseil de sécurité que les petits pays n'ont pas. Oui. Donc autant éviter d'aller dans des alliances aussi stratégiques et aussi engageantes des petits pays tels que l'Algérie, je dirais. Très bien. Monsieur Sini, j'aimerais pousser le bouchon un peu plus loin et ce sera ma dernière question. Peut-on imaginer que des pays européens puissent rejoindre les BRICS à l'avenir? Et qu'est-ce que ça changerait au système économique mondial, le cas échéant? Monsieur Sini, est-ce que vous m'entendez? Alors, il semblerait qu'on ait perdu... Alors, oui, vous m'entendez? Je vous disais... Monsieur Sini, je répète ma question. Alors, peut-on imaginer que des pays européens puissent rejoindre les BRICS à l'avenir? Et qu'est-ce que cela changerait ou pas au système économique mondial actuel? Alors, j'allais vous dire, votre question aurait fait bondir... En 30 secondes, si possible, monsieur Sini. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, je vous disais que votre question aurait fait bondir n'importe quel député européen ou n'importe quel... je l'imagine. Commissaire européen. Pourquoi? Parce que l'Europe, déjà, pour la plupart des pays, sont soit membres de l'UE ou soit membres du Conseil de l'Europe ou de l'OCDE aussi. De l'OCDE, exactement. Donc les voir rejoindre les BRICS, c'est rejoindre le camp d'en face. Et ils n'ont pas vocation, si vous voulez, sémantiquement, les BRICS, ce sont des pays dits émergents. Or, la plupart des pays européens, ce sont quand même relativement des pays développés. Donc je ne vois pas ces pays-là, historiquement, j'allais dire, et dogmatiquement, rejoindre les BRICS. Ce n'est pas possible. Après, moi, je suis un peu... Voilà, j'allais vous dire en quelques secondes. Rapidement, monsieur Sini, merci. Voilà.
Donc il ne faudrait pas que l'on ait une succession comme ça d'organisations qui viennent un peu s'accaparer l'organisation du commerce mondial. Très bien, voilà, c'est clair. Alors c'est la fin d'édition spéciale. Merci de nous avoir accompagnés et suivis. Chers téléspectateurs, merci à nos invités de nous avoir éclairés et à très bientôt sur Al 24 News.